Novembre 2022, c'était l'année zéro, le Big Bang, le moment iPhone pour l'intelligence artificielle. Déjà Amazon, tout simplement en suggérant des produits, réalisait 30% des ventes additionnelles. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs sur Terre qui se connectent toutes les semaines, un humain sur 8. Incroyable ce chiffre. En à peine 3 ans. Internet a pris 15 ans pour atteindre le premier milliard d'utilisateurs. À la question l'IA, mode ou pas mode, tu nous as donné un peu la réponse. J'ai toujours parlé de cette technologie comme étant la plus grande révolution économique, technologique et sociale. Quand on parle d'espace, on pense tout de suite science-fiction, Neil Armstrong, Elon Musk. En réalité, c'est quoi l'économie de l'espace aujourd'hui ? L'espacial, ce sont plein d'activités différentes pour notre service sur Terre, mais aussi pour cette ambition multiplanétaire. Aller dans l'espace coûtait entre 30 000 à 40 000 $. Par kilo, ils ont divisé par 10 le coût d'accès à l'espace. Aujourd'hui, c'est 2500, 3000 $. J'aimerais peut-être, qui sait, mourir sur Mars, juste pas à l'atterrissage. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Soyons Cash. Le podcast qui rend la finance plus simple, plus claire et utile à votre épargne. Ici, on parle de marché financier, d'investissement et de gestion d'actifs avec un objectif, vous donner des clés de lecture pour mieux comprendre et mieux décider. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Rolando Grandi, cofondateur et directeur de la gestion d'Itavera Asset Management. Avec Rolando, on va prendre le temps de comprendre deux grandes thématiques qui structurent de plus en plus notre quotidien, l'intelligence artificielle et l'espace. Rolando est particulièrement bien placé pour parler de ces sujets. À 28 ans, il lançait déjà l'un des premiers fonds d'intelligence artificielle en Europe. Avant de parler marché ou fonds, on va expliquer ce qu'est vraiment et à quoi ça sert concrètement et surtout où se crée la valeur aujourd'hui pour les investisseurs. Puis on fera le lien avec les marchés et enfin on fera un focus sur deux fonds dédiés à ces thématiques, IAM Intelligence Artificielle et IAM Space. Et pour terminer, on reviendra sur le parcours très personnel de Rolando, de la Bolivie à Paris, du rêve d'ingénieur en génie civil à la gestion d'actifs jusqu'à l'entrepreneuriat. Un épisode pédagogique incarné résolument cash. Rolando, bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler en quelques mots d'Itavera Asset Management et de son ADN ? Bonjour Jean-Olivier, merci d'abord de me recevoir dans cette émission. Alors, Itavera, c'est une société de gestion qui est assez récente, puisque je l'ai cofondée en 2024, l'été, avec Thibaut Saint-Raymond, avec comme volonté d'amener une société de gestion un peu différente, puisque focalisée sur l'innovation. Je pense qu'on parlera beaucoup aujourd'hui d'innovation, mais pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important d'être investi dans l'innovation, dans le monde de demain. Et donc, c'est véritablement l'ADN d'Itavera qui aujourd'hui présente avec plus de 500 millions d'encours sous gestion, 3 fonds d'investissement disponibles aujourd'hui sur la plupart des contrats d'assurance vie. Alors, Rolando, avant de parler d'investissement, si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne serait ni ingénieur ni financier ce qu'est l'intelligence artificielle, tu dirais quoi ? Je lui dirais que l'intelligence artificielle est une technologie qui, d'abord, s'appuie sur des technologies qui l'ont précédée. La data, les ordinateurs, la puissance des calculs, Internet, les smartphones. Pourquoi je parle de cela ? Parce qu'avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, la data était statique. La data était générée partout, mais c'était à l'être humain d'aller la chercher ou de dire aux algorithmes comment ils devaient interpréter la donnée. Donc, il y avait un travail qui était plutôt, qui devait prédire comment l'algorithme devait réagir. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui réfléchit de manière différente. Elle va apprendre d'elle-même avec les données et donc pouvoir d'elle-même avoir cet auto-apprentissage. C'est pour ça qu'en intelligence artificielle, on parlait d'abord du machine learning, la capacité des ordinateurs à apprendre d'elles-mêmes. Et ça change tout en réalité. Ça a l'air tout bête, tout simple. Mais le fait que l'ordinateur désormais puisse, avec de la donnée, agir, l'algorithme, l'ordinateur, le chatbot, puisqu'aujourd'hui on n'est plus familiarisé avec ça, permet donc de développer des nouvelles applications et que la donnée, qui avant était statique, puisse désormais alimenter l'algorithme, la machine, le chatbot, pour derrière faire des applications. Et c'est ça le changement qu'on a vécu. Alors justement, Rolando, c'est très intéressant parce que souvent on parle d'IA et on parle de ChatGPT. Souvent, quand on est, je dirais, avec le grand public, tout le monde pense à ChatGPT. En réalité, je pense que l'IA est déjà très présente dans notre quotidien. Est-ce que tu peux revenir sur les éléments factuels où est-ce qu'on retrouve l'intelligence artificielle au quotidien ? Alors, je pense qu'il y a eu un avant et un après.
Pour moi, le novembre 2022, c'était un peu l'année zéro, le Big Bang, le moment iPhone pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avant cette arrivée de ChatGPT, on avait déjà l'intelligence artificielle. On avait déjà, quand on allait sur Amazon, des algorithmes de recommandations qui, basés sur la data, les comportements utilisateurs, nous poussaient des produits. Nous, on ne s'en rendait pas compte, mais déjà Amazon, tout simplement en suggérant des produits, je réalisais 30% des ventes additionnelles. Donc l'intelligence artificielle était déjà présente. Dans la cybersécurité, elle nous protégeait déjà des menaces, des cyberattaques. Mais la plupart du grand public ne se rendait pas compte que sa vie commençait à être un tout petit peu enrobée d'intelligence artificielle. L'IA était plutôt une technologie B2B. Et arrive donc ChatGPT, qui justement permet de démocratiser l'intelligence artificielle, passer finalement à que tout le monde puisse l'adopter, puisqu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs sur Terre qui se connectent toutes les semaines. Incroyable. 1 humain sur 8. Incroyable ce chiffre. En à peine 3 ans. Incroyable, incroyable. Internet, de mémoire, ça a pris 15 ans pour atteindre le premier milliard d'utilisateurs. Cette fois-ci, ça a duré 3 ans. 3 ans. Justement, ça me permet de rebondir sur ce sujet. Concrètement, les piliers indispensables. Donc, je dirais que l'intelligence artificielle, il y a un mot qui est artificiel dans l'intelligence artificielle, et pourtant, il y a bien des choses concrètes derrière. Les choses concrètes, on n'imagine pas. Les infrastructures, la donnée, les logiciels, les usages. Est-ce que, concrètement, tu peux revenir sur cette création de valeur économique pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, la chaîne de fonctionnement de l'intelligence artificielle ? Alors, tu l'avais évoqué, Jean-Olivier, en 2018, j'ai lancé le tout premier fonds d'investissement en France dédié à cette thématique. Et au début, c'est vrai, quand j'allais voir les clients, les épargnants, pour leur dire « mais il y a une révolution qui arrive, il faut investir en intelligence artificielle », souvent, le réflexe était de penser que c'était une technologie un peu niche, qui allait justement être, on va dire, seulement les sociétés technologiques aux États-Unis qui allaient la développer. Et on ne voyait pas la prolifération de ces technologies dans l'ensemble de l'économie. C'est pour ça qu'il y a un peu cette vision des révolutions industrielles que nous sommes en train de connaître à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il ne faut plus voir l'IA comme une technologie parmi d'autres. Il faut se dire que c'est une technologie universelle qui est en train de révolutionner l'ensemble des secteurs de l'économie. On va pouvoir parler des applications dans l'agriculture, dans la défense, dans l'assurance, dans la finance, dans la technologie en elle-même, dans les semi-conducteurs, dans l'énergie. Aujourd'hui, la plupart des secteurs, si ce n'est pas tous, sont en train d'évoluer au rythme de l'intelligence artificielle. Donc, à la question l'IA, mode ou pas mode, tu nous as donné un peu la réponse. Clairement, aujourd'hui, on est dans une vraie révolution industrielle. Clairement, l'intelligence artificielle intègre tous les services, toutes les technologies, et de plus en plus en usage naturel, même dans la santé. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'impact aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans notre quotidien ? J'ai toujours parlé de cette technologie comme étant la plus grande révolution économique, technologique et sociale. Parce que finalement, on la retrouve partout. Donc, on va aller un peu dans les exemples. Moi, je suis très sensible au domaine de la santé. Je trouve que grâce à l'IA, aujourd'hui, on est en train d'accélérer la vitesse à laquelle on va découvrir et on découvre des nouveaux médicaments, des nouvelles thérapies. Puisqu'on a ces laboratoires comme Eli Lilly, par exemple, qui est un grand leader qui justement adopte l'intelligence artificielle, dispose des données. Grâce à son partenariat avec NVIDIA qui était mis en exergue pas plus tard que l'année dernière, ils ont montré qu'ils ont de la puissance de calcul, ils ont leur serveur, ils ont l'infrastructure qui permet de conjuguer deux choses. Le talent des recherches de ces chercheurs humains, parce que là encore, l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, elle est là pour élever l'être humain. Et donc, Eli Lilly, avec ses capacités des données, des calculs et d'intelligence artificielle, mais aussi humaine, est aujourd'hui en train d'accélérer la vitesse à laquelle il développe des nouvelles molécules, des nouvelles thérapies. Et ça, c'est très important. Dans d'autres secteurs, comme l'agriculture, aujourd'hui, on est en train, et on parlera sans doute dans notre sujet qui est un peu mon dada, qui est le spatial, on utilise de la donnée spatiale avec de l'intelligence artificielle pour amener aux agriculteurs des informations précieuses sur son terrain agricole. Évolution du terrain agricole, de la sécheresse, on peut même détecter les maladies depuis l'espace grâce à l'IA. Donc c'est tout ça qui est en train de se faire. L'IA n'est pas seulement quelque chose qui touche à un secteur, mais à tous les secteurs de l'économie. Alors, quand on parle d'espace, justement, on pense tout de suite science-fiction, Neil Armstrong, Elon Musk. En réalité, c'est quoi l'économie de l'espace aujourd'hui ? Dans l'espacial, je pense que souvent on imagine que c'est une thématique où il n'y a que des fusées et des satellites.
Mais en réalité, il y a plein de choses là encore. Et c'est pour ça que moi, je me suis vite positionné sur ce type de technologies et des révolutions. Je pense que le terme approprié, c'est révolution, l'IA, le spatial, parce que ce sont des choses qui transforment l'économie. Ce sont des vraies plateformes d'innovation. Et donc, le spatial, justement, pour moi, est aujourd'hui l'émergence d'un nouveau secteur d'activité économique. Aujourd'hui, on pense à l'économie par secteur, la technologie, la consommation, la santé, l'industrie. Et je pense que demain, il y aura un secteur qui est le spatial. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le spatial? On fait plein de choses. Le spatial, d'abord, évidemment, c'est le côté peut-être un peu science-fiction, c'est l'exploration. C'est aller conquérir les astres, la Lune, pourquoi pas Mars dans quelques années. Des projets ambitieux dans lesquels aujourd'hui plusieurs États, il y en a au moins 8 qui sont engagés dans une course véritable à l'espace comme dans les années 60. Mais aussi, le spatial, c'est améliorer la vie sur Terre depuis l'espace. On a parlé un tout petit peu de l'utilisation de ces images satellites pour l'agriculture. Je pense aussi à la fracture digitale. Le milliard de personnes qui aujourd'hui sur Terre n'ont pas accès à un Internet de qualité parce que les tours télécoms ne trouvent pas leur rentabilité en emmenant la connectivité à ces populations. Désormais, avec des satellites en orbite, Starlink, AST, Space Mobile, on amène de la 5G à tout le monde partout sur Terre. Donc le spatial, ce sont plein d'activités différentes pour notre service sur Terre, mais aussi pour cette ambition multiplanétaire. Alors, une autre question qui vient à l'esprit, ces dernières années, donc l'espace aujourd'hui devient un vrai marché. Pour qu'il y ait un vrai marché pour les investisseurs, ça veut dire certainement baisse des coûts, des acteurs privés qui rentrent sur le spatial, des usages concrets. Est-ce que tu peux nous parler donc de l'évolution du marché de l'espace, très concrètement, donc sur cette, on va dire, sur ce développement des acteurs privés, de la baisse des coûts et des usages concrets? Alors je pense justement, puisque là on parle à la fois d'innovation et d'investissement, tout est question de timing. Et pourquoi en 2021 j'avais lancé le premier fonds spatial en Europe sur ces thématiques? C'est parce que j'ai vu arriver ce catalyste, ce point d'inflexion. Qu'est-ce que c'est? C'est l'abaissement du prix ou du coût pour accéder à l'espace. Pendant des années, des décennies, depuis que l'espace a été créé dans les années 60, ces technologies spatiales, aller dans l'espace coûtait entre 30 000 à 40 000 $ par kilo envoyé dans l'espace. C'était très cher. C'est normal donc qu'on n'allait pas très souvent, qu'on n'envoyait pas beaucoup de satellites, ça coûtait très cher. Grâce à SpaceX, notamment, qui s'est dit, tiens, on va réutiliser une partie de la fusée. Ça nous permettra peut-être de baisser les coûts. Ils ont divisé par 10 le coût d'accès à l'espace. Aujourd'hui, c'est 2 500, 3 000 $. Et surtout demain... Par kilo. Par kilo, ouais. Exactement. Par kilo et matière envoyée dans l'espace. C'est très intéressant ça pour nos clients, ceux qui nous écoutent, de bien comprendre qu'en fait, une des particularités de la progression du spatial aujourd'hui, c'est justement la baisse des coûts qui permet d'avoir une diffusion plus large. Exactement. C'est l'élasticité prix. Le coût diminue, les business models se déclenchent. Pour aller faire de l'observation de la Terre, de la fabrication d'objets en microgravité, c'est en réalité, ce n'est plus de la science-fiction et grâce à cet accès facilité à l'espace. Donc pour toi, l'espace, ça devient une infrastructure stratégique et pas simplement un pari futuriste. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je pense que dans le spatial, on est en train de voir la même chose qu'on a vu sur l'intelligence artificielle il y a 3-4 ans. C'est vraiment le début de l'émergence de la thématique. On est sur du concret, on est sur des entreprises qui ont des carnets de commandes bien remplis, qui génèrent déjà des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. On est dans du concret. Et donc, c'est une thématique qui est en train d'éclore et c'est le moment d'y s'intéresser. Alors, évidemment, si l'espace devient un univers, une infrastructure, quid des déchets spatiaux? Ça fait partie des sujets aussi qu'on peut bien sûr aborder. Donc, comment ça va se passer sur les déchets spatiaux? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, malheureusement, l'espace 1.0, dans l'espace d'avant, ne s'est pas trop soucié de cette pollution spatiale qui est existante aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de débris et c'est très dangereux. Donc, c'est qu'on est en train de... Comment les entreprises et cet écosystème vont faire face à ce défi, c'est deux choses. La première, c'est dire aujourd'hui, tout satellite qui est envoyé dans l'espace doit disposer des mesures pour revenir sur Terre et se détruire dans l'atmosphère, pour ne plus laisser justement les débris traîner en orbite. Donc ça, c'est une première chose qui est importante pour éviter des futurs débris. Mais quid des débris déjà existants? Il y a des entreprises comme Astroscale au Japon, D-Orbit en Italie, qui ont déjà des business models orientés sur le nettoyage de l'espace. Nettoyage qui est financé par une taxe au décollage, comme la taxe des ordures ménagères ou dans les aéroports. Chaque société qui part dans l'espace va payer sa taxe, qui va financer ce nettoyage, mais aussi du recyclage.
parce qu'on va commencer à rentrer dans l'ère de la fabrication d'objets industriels en gravité dans l'espace. Et donc, tous ces bouts des satellites qui restent, on va les recycler, les réutiliser en orbite. Alors, maintenant, on a bien compris l'intelligence artificielle, on a bien compris l'espace, les zones d'investissement. Alors, ce que j'aimerais, c'est, avant de rentrer dans le détail des fonds, de tes fonds, d'accord ? On va y revenir après, en détail. J'aimerais qu'on fasse le lien avec les marchés. Donc, aujourd'hui, concrètement, ces thématiques, intelligence artificielle et espace, comment on génère concrètement de la valeur sur les marchés financiers aujourd'hui ? Ça fait partie des sujets que, bien sûr, nos clients nous demandent, parce que ça parle les thématiques IA, les thématiques espace. Mais comment on fait pour générer de la valeur ? Et je pense que c'est ça un peu l'alchimie que nous faisons chez Itavera, c'est passer de la thématique à la performance. Comment est-ce qu'on le fait ? Et pourquoi ? Parce que ces entreprises qui sont positionnées sur les plus grandes tendances technologiques, économiques et sociales de notre ère, ils ont des produits différents, des produits innovants, ils captent des parts des marchés, ils grandissent, ils ont une vitesse, un rythme de croissance qui est plus rapide que celui du reste de l'économie. Les bénéfices sont là, c'est des sociétés qui ont plutôt des beaux business models avec des belles rentabilités. Et donc la bourse, le marché récompense cela. Récompense cela par des appréciations des cours de bourse qui sont liés justement à la croissance de ces entreprises. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut toujours lier le business model de la société, son positionnement dans la thématique et la thématique. Pour se dire que si la thématique est bonne, le positionnement est correct et l'entreprise est performante, la bourse récompense ça et ça s'est traduit donc par des performances boursières qui sont plutôt satisfaisantes sur la durée. Ok, alors en préparant ce podcast, bien sûr j'ai analysé les reportings de tes fonds et j'ai constaté qu'il y avait une exposition US très importante, quasiment une inexistence de la Chine et un positionnement très très faible sur l'Europe. J'aimerais revenir là-dessus parce que ça voudrait dire qu'en fait en Europe ou dans la Chine ou en Chine, en tous les cas, il n'y a pas de capacité à créer sur ces deux secteurs. Et est-ce qu'il n'y a que les US qui sont très dynamiques dans l'espace et dans l'intelligence artificielle ? Il faut vraiment voir les deux thématiques chacun à son tour. Sur le spatial, la Chine est un vrai acteur. Aujourd'hui, il y a une deuxième station spatiale internationale qui n'est pas celle qui a été gérée, conçue, opérée par les États-Unis, l'Europe et ses alliés, mais par la Chine. La Chine est une véritable puissance. C'est le pays numéro 2 qui envoie le plus de matière dans l'espace. Si on mesure par kilo des choses, c'est surtout des satellites qu'on envoie dans l'espace, la Chine est numéro 2 après les États-Unis. En revanche, d'un point de vue de l'investissement, la quasi-totalité des sociétés spatiales chinoises sont étatiques. Et donc impossible à l'investissement. C'est pareil pour même encore, le Japon commence un tout petit peu permettre l'introduction en bourse de ces acteurs. Donc nous, on est très contents parce que ça nous permet d'investir justement dans le Japon. L'Inde est aussi très présente, l'Europe aussi. Mais les États-Unis dominent un tout petit peu cette technologie, cette révolution. Et dans l'IA, c'est un peu une autre situation où malheureusement en Europe, on n'a pas encore un vivier suffisant des leaders dans l'IA. Ce qui fait que mécaniquement, on doit se tourner vers les États-Unis, pays numéro 1 dans la thématique des l'IA. La Chine est aussi en leader, et là, il y a des sociétés cotées en bourse, Tencent, Alibaba, Baidu. Nous, on est plutôt un peu précautionneux sur la Chine, sur la géopolitique et sur l'économie chinoise, donc on préfère tout simplement aller chercher des idées un peu ailleurs, Japon, Corée du Sud, Taïwan. Alors, si on revient sur l'intelligence artificielle et on rentre maintenant dans les fonds, concrètement, sur ton fonds IAM Artificial Intelligence, aujourd'hui, comment se situe la création de valeur boursière ? Donc, infrastructure, semi-conducteurs, logiciels, données, usage, ça fait partie des sujets. Et j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Comment, aujourd'hui, on crée de la valeur boursière en intelligence artificielle ? Je dirais aujourd'hui, le fonds, le portefeuille est positionné, je pense, d'une manière très structurelle sur ne pas choisir quel sera le cheval et le jockey qui va gagner. Parce qu'aujourd'hui, le marché est un peu obsédé par l'idée aujourd'hui c'est Anthropic avec Claude qui est un peu plus performant que Gemini il y a un mois. Puis ChatGPT arrive avec un nouveau modèle, et on se dit, voilà, c'est eux qui sont sur les devants de la scène. Donc un peu cette course entre les différents chevaux, les différents modèles, moi je trouve que c'est peut-être pas la formule gagnante. Donc je me suis positionné de manière un peu différente en misant sur l'hippodrome, sur l'infrastructure. Parce que peu importe qui va gagner cette course à l'IA, on aura besoin des data centers, des puissances de calcul, on aura besoin d'électricité
l'électricité, parce que ce sont des systèmes qui consomment beaucoup d'électricité. Donc, il faut penser au nucléaire, au gaz, au solaire, aux renouvelables. Donc, aujourd'hui, comment on capte la valeur dans cette thématique? Il y a deux choses. L'infrastructure, donc les pelles et les pioches qui vont fournir les acteurs qui se développent, peu importe qui sera le gagnant. Et de l'autre côté, les utilisateurs, des sociétés dans la santé, dans la finance, qu'on a en portefeuille et qui, puisqu'ils adoptent l'IA, ils gagnent en compétitivité, vont grandir plus vite que les concurrents et donc s'apprécient en bourse. Donc pour moi, c'est deux moyens de se positionner sur la thématique sans prendre le pari de qui sera le gagnant sur le modèle en lui-même. Très intéressant. Alors justement, donc, quand tu crées IAM Artificial Intelligence, l'objectif du fonds, très concrètement aujourd'hui, comment il se positionne, d'accord? Qu'est-ce qu'il cherche à capter? Tu l'as un peu dit au travers de l'infra. Et les risques, surtout qu'il évite, justement dans la profondeur du marché aujourd'hui qui existe sur l'intelligence artificielle. C'est ça. Je pense que la première des difficultés lorsqu'on gère un fonds thématique, c'est la pureté de ces sociétés. Parce qu'on a dit, progressivement, tout devient IA. Donc, à chaque fois, on a de plus en plus de choix, ce qui veut dire que la barre des sélectivités doit augmenter mécaniquement. Ce qui fait que nous, on gère justement des portefeuilles concentrés autour d'une quarantaine d'entreprises. Donc, on va vraiment se concentrer alors que nos univers d'investissement comptent 500, voire plus de sociétés. À chaque fois, il y a de plus en plus de sociétés d'IA. Donc, le premier point, je dirais, c'est la pureté, la sélectivité. Le deuxième point, c'est justement avoir une vision d'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, la performance, certains pensent qu'il suffit d'acheter Nvidia, Google, Amazon, et ça y est, on est exposé à l'IA. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc nous, justement, on va aller décortiquer la chaîne des valeurs pour chercher des idées dans la mémoire, dans les câbles des fibres optiques, dans le cuivre aussi qui est nécessaire pour l'intelligence artificielle, dans les utilisateurs. Donc je pense que là, une bonne façon justement d'aller chercher la performance et capturer la valeur, c'est s'intéresser à l'écosystème et ensuite aller chercher les meilleurs acteurs. Alors justement, comment tu fais pour sélectionner les entreprises? Quels outils tu utilises ou quels sont les indicateurs que tu vas regarder précisément? Et ensuite, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples concrets d'investissements, les derniers investissements que tu as pu faire, sociétés représentatives dans l'univers de l'intelligence artificielle? Alors, je pense que ce que m'anime le plus, c'est la rencontre avec les entreprises. Parce qu'à la fin du jour, le fonds et les clients qui investissent dans le fonds, derrière, ils achètent des parts de l'entreprise. Pour nous, la bourse n'est pas une finalité, mais un moyen. Et donc, ce qui compte, c'est l'entreprise sur laquelle on va aller acheter un bout de son capital. Donc, aller les rencontrer. Le t-shirt, d'ailleurs, que tu me vois porter, j'ai pu l'acheter en 2018 quand je suis allé visiter Nvidia. C'est la date à laquelle on a commencé nos investissements sur la société. Et c'est vraiment ça. C'est aller à la rencontre des entreprises partout dans le monde. Bien avant l'envolée de la société. Exactement. À l'époque où tout le monde la voyait comme une société des jeux vidéo. Oui, bien sûr, ce qui était le vrai. Mais elle est devenue beaucoup plus que ça. Sur les cartes graphiques à l'époque. Un grand leader, tout à fait. Donc déjà, il y a ça, ce travail terrain. Ensuite, il y a évidemment toute la discipline d'analyse financière, parce que justement, on est à la croisée de la thématique. Donc là, c'est l'enthousiasme sur la technologie, peut-être mon côté un peu geek qui peut ressortir, mais c'est aussi un produit d'investissement. Donc c'est l'analyse financière, de la modélisation, de la valorisation et de la gestion des risques. Et tout ce travail-là permet justement d'avoir un fonds qui performe sur la durée. Alors, quand tu sélectionnes une valeur, quels sont les critères qui sont pour toi non négociables dans la construction de ton portefeuille? Non négociables. La bonne gouvernance. Une société qui n'est pas bien dirigée, ça se voit, peu importe son prix. Donc ça, c'est un piège. On peut se dire, oui, mais le prix est attractif, grand risque. 2, c'est la technologie en elle-même. On est sur des technologies qui changent très vite. Il n'y a pas des standards qui s'installent pour l'instant. Ça évolue très vite. Donc pour moi, la non-négociabilité, c'est avoir une société qui refuse justement de voir évoluer ses technologies, son business model. Et donc, on peut voir comment la bourse va sanctionner certains acteurs, comme pendant longtemps IBM. On peut parler d'Intel, qui a perdu la course justement au CPU, au GPU, et même dans la fabrication des semi-conducteurs. Donc, il y a plein d'exemples de sociétés qui se font disrupter alors même qu'elles sont à la pointe de la technologie à leur époque. Et ça pourrait arriver un jour sur les leaders actuels, d'où un peu le côté non négociable de se poser la question, est-ce que la société que j'ai aujourd'hui va être toujours là dans 10 ans? Leader technologique, en croissance, bien géré. C'est tout ça les défis sur lesquels on doit faire face. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur l'espace. Où se situent donc aujourd'hui les poches de valeur les plus intéressantes? Est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels tu as de la prédilection et en tous les cas des choses que tu apprécies? Est-ce qu'il y a des segments qui te paraissent plus spéculatifs sur l'espace? Voilà, j'aimerais que tu rentres un petit peu sur ces sujets. Dans l'espace, il y a les choses que j'aime bien. D'abord, c'est quelque chose qui est très naissant, c'est la fabrication d'objets en microgravité.
Parce que ça, c'est vraiment de la science-fiction qui est devenue réalité. Et c'est un peu le concept du fond aussi, c'est rendre réalité toutes ces innovations que ces sociétés sont en train de développer. En exemple, on va revenir à la santé. Vous avez des sociétés comme Eli Lilly, AstraZeneca, Maersk qui investissent beaucoup dans cette recherche, où aujourd'hui on n'a qu'une seule station spatiale, une seule usine dans l'espace. Il y en a d'autres qui arrivent, privées cette fois-ci. Mais à l'ISS, aujourd'hui, ces sociétés-là fabriquent des médicaments. Pourquoi ils le font tout là-haut au lieu de les faire sur Terre? Parce que tout là-haut, la gravité a quasiment disparu. On est en microgravité. Et donc, les médicaments qu'on va fabriquer à l'ISS, quand ils reviennent sur Terre, on se rend compte qu'ils sont plus purs. Il y a moins de cristaux, il y a moins de sédimentation. Donc, appliqué aux patients, l'effet thérapeutique est bien meilleur et les effets secondaires bien réduits, bien atténués. Donc, ça montre que l'espacial est en train d'amener tout ça, tous ces types d'innovation. Donc, ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est peut-être encore un peu plus, dans lesquels il y a peut-être plus de risques, c'est dans les fusées. Parce que avoir un prototype de fusée, c'est facile. Avoir des fusées qui fonctionnent, qui n'explosent pas au décollage, c'est plus compliqué. Et donc, on voit, alors c'est pour l'instant un peu plus sur le non-côté, beaucoup de levées des capitaux des sociétés qui disent « mais moi, je vais disrupter SpaceX, je vais disrupter Blue Origin, je vais disrupter Firefly ou Rocket Lab ». C'est très difficile de le faire. Donc, il faut justement se dire qu'il faut faire attention à la difficulté de produire à échelle industrielle certains produits très compliqués, comme des satellites, comme des fusées, et le prototype qui est plutôt facile à faire. Bon, on a compris le cœur de IM Space. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre l'exposition aujourd'hui de ce fonds. Donc, qu'est-ce qu'il apporte concrètement à un épargnant qui aujourd'hui voudrait se positionner donc, sur IM Space? Alors moi, je trouve que, alors déjà, c'est ma conviction pour 2026, l'année du spatial. Ça, nous l'avons dit dès fin 2025, et le début de l'année nous donne raison, espérons que ça soit le cas tout le long. Ce fonds offre beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est évidemment l'exposition à une thématique structurelle et de long terme qui est encore à ses prémices. Donc, toujours plus intéressant d'aller au tout début d'une histoire qui s'est construite. Deuxièmement, c'est un portefeuille qui va être beaucoup moins tech pour ceux qui se disent « mais moi j'ai déjà trop de tech dans mon portefeuille, j'ai beaucoup d'Amazon, Nvidia, Microsoft, même si elles sont des belles valeurs ». Justement, nous on amène une patte qui est beaucoup plus industrielle, avec des nouveaux business models. D'autre part, ce sont des capis boursières plus petites. On est moins sur ces sociétés qui se comptent en trilliards de dollars, on est sur des sociétés, la capi médiane aujourd'hui, elle est à 10 milliards de dollars ou d'euros. Donc on est sur des plus petites sociétés et c'est toujours plus facile de passer de 1 à 10, puis 20, puis 50 milliards que de 1000 à 2000. Logiquement. Donc, je pense qu'il y a un peu ce peps de cette thématique qui peut être intéressante. Et le dernier point, c'est qu'on est sur des thématiques qui sont moins corrélées au cycle économique. Il y a de la défense aussi dans le portefeuille. On est sur des dépenses qui sont stratégiques d'un point de vue géopolitique, qui sont des nouveaux relais de croissance pour ces sociétés comme Lilly dans la santé, comme John Deere dans l'agriculture, qui utilisent l'espacial pour gagner en compétitivité, trouver des relais de croissance. Donc, ce fonds, je pense, concentre beaucoup d'avantages dans une allocation, dans un portefeuille client. Alors justement, comment tu fais pour gérer le risque sur une thématique qu'on peut percevoir comme nouvelle ou complexe? Comment tu vas appréhender le risque pour nos clients et investisseurs et épargnants demain concrètement? Déjà, il faut se dire qu'on est sur la poche, on va dire, dynamique d'une allocation. On est sur des fonds qui vont amener une dose de dynamisme justement par une performance qu'on cherche élevée, mais qui en effet des risques aussi inhérents. Dans l'espacial, il y a des risques nouveaux aussi. Une fusée qui, malheureusement, ça peut arriver, qui décolle, et là, un problème, la fusée, les satellites qui sont dedans explosent, ça, c'est un coût financier pour toutes les sociétés qui étaient présentes. Ça peut baisser en bourse. On est sur des nouveaux programmes. Rocket Lab qui lance une nouvelle génération de fusées cette année nommée Neutron. S'il y a un décalage de 3 mois, 6 mois, parce que voilà, le temps industriel n'est pas le même temps que la bourse, le marché peut sanctionner cela. Un satellite qui se déploie mal en orbite, il peut ne pas fonctionner, c'est un coût. Donc on est face à des nouveaux risques. Comment on va gérer ça? D'abord, diversification. C'est pour ça que même si on est concentré, on a une quarantaine de sociétés, donc on éparpille un tout petit peu le capital pour que tout ne soit pas concentré sur quelques sociétés. D'autre part, c'est la connaissance des entreprises. C'est notre expertise finalement. Depuis 2021, pionnier dans la thématique, c'est aussi peut-être un peu anticiper les sociétés, les suivre au quotidien pour gérer un tout petit peu cette partie risque qu'on peut avoir. Alors justement, est-ce que le marché de l'espace, du spatial, est suffisamment profond et liquide pour apporter de la sérénité à nos épargnants? Je pense que puisque nous avons adopté une vision écosystème transversale,
aujourd'hui, on n'a pas de problème à trouver des idées d'investissement et d'être sélectif, qui pour moi, c'est là encore ces deux non négociables. Je ne suis pas obligé d'avoir une société juste pour dire, elle est dans mon univers, il faut que je l'ai. Aujourd'hui, comme on s'intéresse à toute la chaîne des valeurs, qui est une chaîne des valeurs différente, on parle beaucoup des panneaux solaires pour les spatiales, ce n'est pas les mêmes acteurs qui vont faire les panneaux solaires sur Terre, donc c'est de nouveaux acteurs. Le spatial a besoin des robotiques, mais là encore, ce n'est pas les mêmes fabricants de robots sur Terre que les sociétés qui fabriquent des robots pour l'espace. Les composants ne sont pas les mêmes. Donc, on va dire que le moyen, je pense, de gérer cela, c'est s'intéresser à toute la chaîne des valeurs, c'est qui nous donne aujourd'hui un univers d'investissement de 250 sociétés pour ensuite une quarantaine en portefeuille. Alors, tu y as un peu répondu tout au long de ce podcast. Est-ce que ces deux thématiques, intelligence artificielle et espace, sont complémentaires, non concurrentes dans une allocation long terme pour toi? Est-ce que demain, un épargnant aurait raison de mettre une partie de ses actifs sur l'espace et aussi sur l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux y répondre? Alors, je pense que toujours, il faut se poser la question, dans une allocation, quel pourcentage est investi dans le monde de demain? Quelle part de mon épargne est investie sur ces grandes révolutions, sur ces grands projets? Et là, ces deux-là me semblent, donc l'intelligence artificielle et l'espacial, s'imbriquer parfaitement. L'une qui va être plus digitale, mais pas que, parce qu'on a parlé même de nucléaire dans l'intelligence artificielle. L'autre qui est plus industrielle, mais pas que, parce que ces sociétés spatiales vendent de la data, du coup avec des marges qui sont plutôt élevées et donc des cycles très différents. On est sur l'IA, sur des plus grandes sociétés, en taille de capitalisation boursière, sur les spatiales plus petites, donc l'appareil belle complémentarité, et ne serait-ce que dans la corrélation de ces deux produits dans le marché, on voit qu'elle est relativement faible, tout en sachant qu'on reste sur du marché action, mais on voit qu'ils ne réagissent pas nécessairement aux mêmes poches d'incertitude. Sur la géopolitique, le spatial en bénéficie. Quand il y a des doutes sur la tech, sur l'IA peut peut-être souffrir un peu, le spatial un peu moins. Pareil, quand il y a un peu d'enthousiasme sur l'IA, c'est très complémentaire. Donc moi, je vois ces deux fonds comme justement, ils amènent des choses différentes, complémentaires, mais en restant tous les deux performants. Donc, quand on met IAM Space et IAM Artificial Intelligence, on a une vraie complémentarité, une vraie diversification dans une allocation. Alors justement, à quel type d'investisseurs ces fonds s'adressent-ils? Je parlerai en termes d'horizon de temps, de profil de risque, et quelle place pour toi dans un portefeuille à intégrer en pourcentage? Alors déjà, nous, même si on est liquide, on a des titres cotés en bourse, on conseille quand même de donner au moins 5 ans à ces stratégies. Parce qu'on est encore au tout début, même sur l'IA, alors qu'on a l'impression que tout est déjà fait, on est vraiment au tout début de ces révolutions, on n'a rien vu par rapport à ce que ces révolutions peuvent nous amener. Donc d'abord, c'est conseillé de se donner du temps. Le type d'investisseurs que nous avons aujourd'hui, il est très varié. Parce que finalement, je pense que ce sont des thématiques auxquelles tout le monde est sensible. Tout le monde se pose la question sur l'IA. Tout le monde regarde les astres et se demande peut-être il y a des choses à explorer, à faire. Et donc, aujourd'hui, on ne s'adresse pas à un seul type de client. On a des clients à la fois retail, intermédiaires, dans la banque privée, institutionnelle, en France comme en Europe, dans le reste du monde. Je pense que voilà, ce sont des fonds, des thèmes qui parlent à tout le monde, qui ont une place en portefeuille, puisqu'on le disait, c'est la part de l'allocation, c'est la part de l'épargne qui investit dans le monde de demain. Et donc, de ce fait, en se donnant du temps, au moins 5 ans, et en sachant qu'on est sur la partie dynamique d'une allocation, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut garder en esprit. Alors, Rolando, il y a une tradition dans le podcast Soyons Cash, c'est de parler du parcours de nos invités, parcours personnel. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours et finalement, quel est l'homme derrière le gérant? Alors, si mes renseignements sont bons, tu as grandi en Bolivie, dans la ville de La Paz, à 3800 mètres d'altitude, avec au départ l'idée de devenir un ingénieur en génie civil comme ton papa. Et finalement, tu bascules vers l'économie et la finance. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans l'économie et la finance? Pour le grand désespoir de mon papa, qui va sans doute écouter avec l'IA, qui va lui traduire en espagnol, je ne suis pas devenu ingénieur comme lui, et la faute, c'est à un économiste né dans les années 1600, Adam Smith, parce qu'un jour, à l'école, je commence à lire des livres d'économie, et j'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé quelque chose qui m'a tout de suite parlé, comme une langue que j'aurais toujours eu en tête et que là, je la voyais se développer. L'économie m'a vraiment pris. J'ai adoré ça, donc je me suis tout de suite dit, j'ai envie de faire une carrière dans l'économie. La finance est venue ensuite, mais c'est vraiment ce tournant, je pense que c'était en seconde, où j'ai découvert l'économie, les grands économistes, Keynes, Adam Smith, Jean-Baptiste Say à Lyon.
Alors, tu arrives en France en 2009, d'abord à Lyon, à l'IAE, et puis tu pars vers Paris pour travailler. Alors, est-ce que quand tu es arrivé en France, tu t'es senti de suite à l'aise? Est-ce qu'il a fallu que tu t'adaptes? Est-ce que tu as dû prouver des choses? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton arrivée en France et comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai eu, entre guillemets, la chance et l'opportunité d'être dans l'établissement français en Bolivie. Donc le lycée français, même si moi j'ai commencé tout petit en moyenne section des mémoires. Donc je suis arrivé en France avec mon baccalauréat en poche, en sachant parler le français, même si je pense je garde encore un peu l'accent, mais je pense qu'il a beaucoup évolué par rapport à ces français un peu théoriques que j'apprenais au lycée français en Bolivie, et le fait d'arriver en France et de l'appliquer au quotidien. Mais pour moi, c'était un vrai choc. La Paz, c'est très différent que Lyon. La culture, la gastronomie, c'était très différent. Mais ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance à Lyon aussi de trouver ma meilleure moitié avec qui je me suis marié. On a 2 enfants. Donc, je dirais que Lyon, c'était pour moi le changement, un nouveau chapitre. C'était tourner une page, la page de la Bolivie, la vie dans les Andes c'est un peu schématique, mais je voyais tout le temps la montagne, les lamas, les condors. C'était un peu mon écosystème. Et en arrivant à Lyon, c'était très différent. L'intégration s'est faite très naturellement, je pense, parce que malgré tout, les Lyonnais sont plutôt des gens assez accueillants, même si certains disent que pas trop. Moi, j'ai pas trouvé cela, en tout cas, à l'université avec les copains. Et ça s'est très vite bien passé. Et il y a quand même un point à remarquer. Lyon, je pense, c'est une capitale gastronomique en France. J'adore la gastronomie. Et très vite, j'ai trouvé un peu des choses qui m'ont plu. C'est vrai que tu n'es pas tombé dans la moins bonne ville française pour la gastronomie. Alors, souvent, on dit que la vie est faite de rencontres. Si tu devais me donner les personnes que tu as rencontrées dans ton parcours qui t'ont le plus marqué, voilà, une ou 2 personnes qui ont marqué ton chemin et ton parcours. J'en évoquerai 3 très rapidement. Une, je ne l'ai pas rencontrée en physique, mais par la lecture. J'évoquais tout à l'heure Jean-Baptiste C., c'est économiste lyonnais qui m'a marqué parce que c'est lui qui a, entre autres, théorisé le fait que l'offre crée la demande. Et je pense que ça parle un peu sur mon parcours professionnel où j'ai plutôt créé des choses où il n'y avait pas nécessairement la demande, mais on a pu créer ces demandes par l'offre. Donc les fonds thématiques sur l'IA, l'espacial. Ensuite, je pense à Bruno Finn, qui était mon premier mentor en bourse, avec qui j'ai travaillé au tout début de ma carrière chez Rochebrune et qui m'a justement initié, je dirais, au monde de l'investissement, à la fois sur du non-coté, parce que j'ai fait du private equity avec lui, mais aussi dans du coté. Et ça m'a beaucoup formé justement sur le côté très fondamental financier du non-coté et le côté très bourse et méthode boursière avec l'asset management. Et la dernière personne que j'évoquerai, c'est Didier Le Ménestrel, qui m'a recruté en 2017 quand je l'ai rejoint dans la société qu'il avait fondée et qui, évidemment, c'est un investisseur légendaire qui m'a toujours inspiré. J'avais toujours rêvé de travailler avec lui et j'ai eu l'opportunité en 2017. Et surtout, c'est la personne qui m'a donné la chance en 2018 et m'a dit « Rolando, tu n'arrêtes pas de parler d'intelligence artificielle depuis 1 an. Tu ne veux que lancer un fonds là-dessus. Faisons-le. Lançons un fonds sur cette thématique. » Et c'est la chance qui m'a permis de construire cette carrière. Magnifique. Alors en 2024, tu cofondes Itavera Asset Management, je l'ai dit en introduction. Quel a été ton déclic pour passer de gérant à entrepreneur? Je pense que c'est quelque chose que j'avais toujours en tête. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents en Bolivie, eux, ils ont créé leur propre société dans le génie civil, l'architecture. D'ailleurs, c'était parmi les premiers à amener des ordinateurs pour ce type d'activité en Bolivie. Donc, j'ai toujours grandi avec les ordinateurs à la maison. Et j'ai toujours eu cette envie entrepreneuriale, je pense. D'ailleurs, je pense tout le long de ma carrière, c'était très intrapreneurial où j'ai fait que lancer des nouveaux fonds d'investissement sur des thèmes au sein des structures. Sauf qu'un jour, je me suis dit, j'aimerais quand même avoir ma propre structure. Et c'est là où c'est aussi la rencontre avec des personnes. Je pense à Thibaut Saint-Raymond, mon associé, qui lui s'occupe de toute la partie de développement et des clients, avec qui un jour on s'est dit, mais pourquoi on ne tenterait pas de lancer une aventure à 2 entrepreneuriale sur l'asset management, mais différent sur l'innovation. Et donc, l'opportunité est arrivée en 2024 et c'est le choix qu'on a fait. Et je dirais sans aucun regret parce que depuis, on vit des belles aventures. Alors, tu dis que l'entrepreneuriat décuple les émotions. Lesquelles as-tu découvertes en ayant créé Itavera Asset Management que tu ne connaissais pas avant de toi? Alors, l'avantage d'être gérant de fonds, c'est qu'on vit beaucoup d'émotions déjà avec la bourse, qui est un peu parfois une montagne russe. Là, clairement, je pense que cette phrase, elle est très pertinente, ça décuple toutes les émotions. Il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que ce qu'on est en train de faire est en train de fonctionner? Est-ce qu'on fait des bons choix? C'est
différent de gérer un fonds et de gérer une entreprise. Donc là, on passe aussi du côté où il faut quand même prendre des décisions stratégiques sur la communication, sur le recrutement. Recruter des bonnes personnes, c'est des choses aussi qui sont très complexes. Donc oui, clairement, je dirais que les émotions sont très différentes, très amplifiées, mais c'est que du positif parce que je pense qu'aussi les bonnes nouvelles, on les vit encore plus fort et c'est ça aussi qui nous rythme au quotidien. Très optimiste, Rolando, toujours. Magnifique. Alors, on dit que tu as un rêve un peu fou, que tu avais un rêve un peu fou. Hein. Je parlais au passé, mais tu vas me le confirmer. Aller sur Mars, est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est un simple clin d'œil ? C'est, je pense, un vrai rêve. C'est clairement quelque chose qui est plus qu'un rêve. J'ai la conviction que ce sera possible, que je pourrai aller sur Mars. Donc, on parle au présent. On parle au présent futur. et d'y aller, en effet. Et un peu la blague que je fais souvent, c'est j'aimerais peut-être, qui sait, mourir sur Mars, finir ma vie sur Mars, juste pas à l'atterrissage. Je t'attendais que d'autres aillent avant, mais je suis convaincu que l'espèce humaine doit devenir multiplanétaire. Je trouve que c'est normal qu'on n'habite pas que la planète Terre, qui est la plus belle planète qui puisse être, mais on doit se diversifier nous aussi, et pourquoi pas commencer sur Mars et la Lune. Alors, maintenant, question personnelle. Ta classe d'actifs préférée à titre personnel pour investir ? Je suis convaincu de ce que je prêche, donc les actions. D'accord. Alors, le Bitcoin et la crypto en général, ton avis, ta vision des choses, c'est très volatile, on le voit dernièrement. Donc, est-ce que tu peux revenir sur la crypto-monnaie et ce que tu en penses ? J'aurais dû m'intéresser plus tôt, sans doute, mais j'aime bien le côté un peu décentralisé, le côté algorithmique d'une monnaie. C'est quelque chose qui parle à mon côté un peu cartésien parfois de la vision des choses et technologique. Je pense qu'on va faire beaucoup de choses avec la blockchain. Déjà, on voit des applications comme Polymarket pour les forecasts, ce qui est vraiment hyper intéressant. Donc, je pense que là encore, on est en tout début. On voit beaucoup le Bitcoin comme les spéculations. Je pense qu'il y a une valeur applicative et en plus, c'est intéressant d'avoir une monnaie décentralisée et gouvernée par de l'algorithme. Ça peut être intéressant. Alors, est-ce que tu nous donnes un scoop avec un futur fonds blockchain On se veut comme une société positionnée sur l'innovation, donc sans doute on aura, il n'y a pas d'annonce, mais des idées qui viennent en tête. Alors, ton principal trait de caractère aujourd'hui, Rolando ? La passion et la curiosité. Passionné par ce que je fais, j'adore mon métier. Je n'ai pas la sensation de travailler, ce qui est vraiment plaisant. C'est gérer des fonds, communiquer autour de mes fonds, chercher des idées, c'est quelque chose que je fais tout naturellement. Et la curiosité, il faut être curieux pour tout vouloir apprendre et se dire qu'on ne sait rien, qu'il y a tout à apprendre, à découvrir et le transformer en investissement ensuite. Alors, question aujourd'hui, Rolando, il ne fait pas que gérer des fonds ou investir. Aujourd'hui, quand tu veux vraiment décrocher, penser à autre chose, tu fais quoi aujourd'hui ? J'allume mon PC, je joue à des jeux vidéo. Clairement, ma passion depuis tout petit. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu NVIDIA. Tout petit, avoir une carte graphique NVIDIA sous le sapin, c'était mon plus grand cadeau de Noël. Extraordinaire. Alors aujourd'hui, on peut clairement dire que tu es un geek et un gamer. Ça va plaire à tous ceux qui nous écoutent et qui sont fans de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, tu joues encore à quel jeu ? J'en joue plusieurs. C'est lui que je joue le plus en ce moment parce qu'il est tout récent et c'est jeu de l'année 2025. C'est un studio français indépendant qu'on devrait être fier. C'est Clair Obscur, Expédition 33. Fantastique. C'est le type de jeu qu'on joue à la fois pour le gameplay, donc c'est-à-dire pour le jeu en lui-même, mais surtout pour l'histoire, l'expérience. Pour l'expérience en fait du gamer. Exactement. Et l'histoire. L'histoire, elle est hyper prenante. Donc je le conseille à tous ceux qui sont gamers de le tester. Ceux qui ne sont pas très gamers pourrait aimer le côté très cinématographique, histoire qu'il y a derrière. Et ensuite, je suis très geek sur des jeux comme Fortnite, World of Warcraft, que j'aime beaucoup aussi, très différents, mais voilà. Ouais, WoW, ça parlera à tout le monde, je pense, puisque ça fait quand même quelques décennies que ça existe. Oui. Alors, justement, est-ce que tu joues en réseau sur ces jeux ? Oui, ça j'adore. Fortnite, typiquement, c'est fait pour. WoW, j'ai une guilde avec qui on joue toutes les semaines, donc je suis très actif là-dessus. Justement, pour les épargnants, peut-être qu'il y a des épargnants qui ont déjà joué contre toi en réseau. Hein, c'est bien probable. Est-ce que tu peux nous donner un scoop sur tes surnoms de gaming ? Sur WoW, mon surnom, c'est Lux Ordo. C'est un mélange entre Lux, la lumière, et Ordo, l'ordre. Je trouve cette image intéressante. Je suis un paladin dans WoW, donc c'est ce côté justice, lumière. Alors, merci d'avoir joué le jeu, Rolando. Je vais te poser une dernière question pour clôturer cet épisode. Alors, si aujourd'hui, tu veux expliquer les marchés financiers en 2026
un enfant de 10 ans, je sais que ta fille va avoir 6 ans d'ici 15 jours, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 20 février. Le 20 février, oui. Le 20 février. Voilà, c'est un enfant qui est né pendant le Covid, juste après. Donc aujourd'hui, tu dirais quoi à un enfant de 10 ans pour lui expliquer rapidement les marchés financiers en 2026 ? Lui expliquer que dans les marchés financiers, surtout dans les actions, on achète des parts des entreprises. Et l'idée, c'est de participer aux côtés de ces dirigeants, de ces fondateurs, pour faire grandir l'entreprise parce qu'il amène des solutions à notre économie, à notre société, des nouveaux médicaments, des nouvelles technologies, des nouveaux jeux aussi. Et de se dire que si on choisit les bonnes entreprises, si on donne un, peut-être on aura deux dans quelques années. Et donc, on crée de la valeur et ça, c'est la magie de la bourse. Rolando, merci pour cet échange. Merci Jean-Olivier. Alors, merci beaucoup Rolando. On a pris le temps de comprendre ce que sont réellement l'intelligence artificielle et l'espace, comment ces thématiques créent de la valeur sur les marchés et comment elles peuvent s'intégrer de manière cohérente dans une stratégie d'investissement. On a aussi découvert ton parcours de La Paz à Paris, ton regard de gérant. Dorénavant, on connaît mieux l'homme derrière le gérant. Merci pour ta pédagogie, ta clarté et ta transparence. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Soyons Cash. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et surtout à le partager autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux, restez éclairés et surtout, soyons cash.